Elle n'est pas autorisée à entrer. Ma sœur a dit cela à la sécurité lors de la fête que j'avais payé 25 000 $ pour organiser. Mes parents m'ont ri au nez. Tu pensais vraiment que tu étais la bienvenue? Je n'ai pas dit un mot. Je suis simplement parti et je lui ai envoyé un seul message. 30 minutes plus tard. Je m'appelle Clara Reynolds. Pendant des années, j'ai payé pour chacune des fêtes d'anniversaire de ma sœur. Du gâteau et des décorations jusqu'au champagne pour lequel elle ne m'a jamais remercié. Cette année, je voulais que les choses soient différentes. J'ai réservé le restaurant entier, organisé chaque détail, et je me suis dit que peut-être, cette fois, elle me verrait enfin comme un membre de la famille. Quand je suis arrivé, le voiturier a pris mes clés, et le portier a vérifié la liste des invités avant d'appeler la sécurité. Quelque chose dans son expression m'a dit que quelque chose n'allait pas. Puis, j'ai entendu sa voix derrière lui, calme et confiante, comme si elle s'était exercée, elle n'est pas autorisée à entrer. Je me suis figé. Ma sœur se tenait là dans une robe dorée scintillante, souriante comme si rien dans ce moment n'était cruel. Mes parents étaient à côté d'elle, silencieux et immobiles. Ensuite, mon père a ri doucement et a dit, « Tu pensais vraiment que tu étais la bienvenue ?» Ma mère a fait un petit sourire, ses yeux ne montrant aucune once de sympathie. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose pour leur rappeler que c'était moi qui avais tout payé. Personne n'a parlé. L'agent de sécurité m'a regardé avec un visage désolé et m'a dit que je devais reculer. Je me suis retourné et j'ai marché vers le parking. La musique à l'intérieur s'est estompée lorsque les portes se sont fermées derrière moi. Assise dans ma voiture, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai tapé un message et j'ai appuyé sur envoyer. La lumière de l'écran s'est reflétée sur le pare-brise pendant que je prenais une lente inspiration, incertaine si je ressentais de la colère ou du vide. 30 minutes plus tard, il s'est passé quelque chose qu'aucun d'entre nous n'oublierait jamais. Si vous étiez à ma place, expulsé de la fête même que vous aviez payée, que feriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si vous resteriez silencieux ou si vous riposteriez. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, l'esprit lourd de l'écho de leur rire. Je n'arrêtais pas de rejouer ce moment à la porte, cherchant une raison pour laquelle je m'attendais encore à ce qu'ils me traitent comme une famille. Quand j'ai atteint mon appartement, je me suis senti épuisé, comme si toute mon énergie m'avait été arrachée. J'ai jeté mes clés sur le comptoir et j'ai vu le dossier qui attendait sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait chaque facture, chaque reçu et chaque courrier électronique de confirmation pour la fête que j'avais payée. Je me suis assise et j'ai feuilleté les papiers un par un. Chaque feuille portait mon effort, les fleurs commandées des semaines à l'avance, le gâteau de créateur, le restaurant loué, les décorations sur mesure. Je me suis souvenu à quel point je m'étais senti fier quand tout s'était parfaitement mis en place. Je m'étais dit que peut-être cette fois ma sœur me remercierait, que peut-être mes parents me verraient enfin. Au lieu de cela, tout ce que je voyais, c'était l'expression sur le visage de Maggie quand elle a dit que je n'avais pas ma place là-bas. Ce souvenir m'a brûlé comme de l'acide. J'ai fermé le dossier et je l'ai regardé pendant un moment. Le sentiment qui montait en moi n'était plus de la tristesse. C'était du dégoût. Du dégoût envers eux, mais aussi envers moi-même pour avoir permis que cela se reproduise. J'ai pris les papiers et j'ai commencé à les déchirer. Le son était net, satisfaisant. Les morceaux sont tombés en piles sur la table, des bouts blancs recouvrant la surface comme des promesses brisées. Je les ai attachés dans un sac poubelle et je l'ai mis près de la porte. Son poids semblait plus léger que le fardeau que je portais depuis des années. J'ai allumé mon ordinateur portable. La lueur de l'écran a rempli la pièce sombre alors que j'ouvrais mon compte bancaire. Le nom de Maggie apparaissait encore et encore sur la liste des paiements. Loyer, facture de téléphone, carte de crédit, frais de scolarité, même de petits transferts mensuels pour ses urgences. Je les avais tous faits automatiquement sans réfléchir. J'ai fixé la liste pendant un long moment, mon curseur reposant sur le bouton d'annulation. Puis je l'ai pressé. Chaque confirmation ressemblait à la fermeture d'une porte. Loyer annulé, carte de crédit annulée, frais de scolarité annulés. L'écran s'est actualisé, ne laissant derrière lui que mes propres dépenses. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas du soulagement, mais ce genre de calme qui vient après qu'une tempête a épuisé toute sa puissance. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point ma vie avait tourné autour du fait de les garder heureux, d'acheter une paix qui ne durait jamais. J'ai pris mon téléphone.
La discussion avec Maggie était encore ouverte depuis des jours, remplie de messages courts et polis qui ne voulaient jamais rien dire. J'ai tapé une seule phrase, « Gère tes propres factures à partir de maintenant ». Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé. Il n'y avait aucun tremblement dans mes mains, aucun doute, juste un sentiment de finalité qui semblait presque pur. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai expiré lentement. La pièce était silencieuse à l'exception du faible tic-tac de l'horloge. C'était un son que je n'avais jamais remarqué auparavant, régulier et calme, comme si le temps lui-même avait attendu que je fasse cela. J'ai regardé autour de l'appartement, simple, petit, mais à moi. Personne ne pouvait m'enlever cela. J'ai marché vers la fenêtre. Le reflet qui me fixait était celui de quelqu'un que je reconnaissais à peine. La femme qui avait l'habitude d'acheter de l'affection avait disparu. Ce qui restait était fatigué mais ferme, blessé, mais plus du tout disposé à s'agenouiller pour être accepté. J'ai pensé aux années que j'avais passées à expliquer, à m'excuser, à réparer tout ce que ma famille brisait, tout cela dans l'espoir d'être intégré. Cet espoir avait disparu maintenant, et étrangement, il ne me manquait pas. J'ai chuchoté les mots à haute voix, les goûtant avec soin comme s'ils étaient un vœu, j'ai fini de financer ma propre humiliation. Ma voix ne tremblait pas. Elle sonnait ferme. Définitive. Le genre de vérité qui n'a pas besoin d'être répétée. La lumière du matin s'est glissée à travers les stores quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était doux au début, puis c'est devenu plus insistant. J'ai hésité avant de l'ouvrir, m'attendant au silence. Peut-être un colis, mais pas elle. Maggie se tenait là, serrant un bouquet de lys enveloppé dans du papier pâle. Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblante. « Puis-je entrer » a-t-elle demandé. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée comme quelqu'un qui marche sur un sol fragile. L'odeur des fleurs a rempli la pièce, trop douce, presque désespérée. Maggie les a placées sur la table et s'est tournée vers moi. « J'avais tort » a-t-elle commencé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit hier. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je n'ai rien dit. Elle a continué à parler, sa voix tremblant entre excuses et justifications. Tu sais comment maman devient, comment papa insiste. Je voulais juste, je ne voulais pas aggraver les choses. Je pensais que tu comprendrais. J'ai regardé son visage pendant qu'elle parlait. Il y avait un rythme très étudié dans ses mots, le genre de rythme qui vient de quelqu'un habitué à arranger les choses avec des excuses, pas avec de la sincérité. Ses larmes coulaient facilement, et pendant un moment, je me suis demandé si elles étaient pour moi ou pour elle-même. Elle a fait un pas de plus, baissant la voix. Clara, s'il te plaît. Je ne peux pas faire cela sans ton aide. Le loyer est dû dans une semaine et mes cartes sont au maximum. Tu as toujours été celle sur qui je pouvais compter. Je vais changer. Je le promets. Le mot promesse m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je l'avais entendu trop de fois. Des promesses d'appréciation, de gratitude, de changement. Chacune d'entre elles s'était dissoute au moment où elle obtenait ce qu'elle voulait. Je l'ai laissé finir de parler, puis j'ai pris une lente inspiration avant de répondre. Tu vas devoir te débrouiller toute seule pour une fois. Ma voix est sortie calme, presque douce, mais j'ai vu la lueur dans ses yeux, de la blessure, de l'incrédulité, et quelque chose de plus vif en dessous. Elle m'a fixé pendant quelques secondes, puis s'est moquée. Alors, c'est tout. Après tout ce que j'ai traversé. Je n'ai pas répondu. Elle a attrapé son sac à main, ses larmes disparaissant aussi vite qu'elles étaient apparues. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, n'est-ce pas? Son ton s'est brisé. Bien, ne m'aide pas, mais ne viens pas pleurer quand tu finiras seule. Elle est sortie en trombe par la porte, la claquant assez fort pour faire trembler l'encadrement. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Le bouquet reposait sur la table, ses pétales tremblant légèrement sous l'effet du courant d'air. J'ai pensé à le jeter, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai préparé du café et je me suis assise près de la fenêtre. L'appartement était de nouveau silencieux, le genre de silence auquel j'aspirais. Je me suis dit que c'était la paix, pas le vide. Cette illusion a duré jusqu'à plus tard dans l'après-midi. Mon téléphone a vibré sans arrêt avec des notifications. Au début, je les ai ignorées, supposant que c'était des courriers électroniques professionnels ou des rappels. Ensuite, j'ai vu le nom de Maggie en tendance sur les réseaux sociaux. Elle avait publié une longue légende sous une photo d'elle en train de pleurer,
affirmant que sa sœur jalouse lui avait coupé les vivres par méchanceté. Elle n'a pas mentionné mon nom, mais les détails étaient trop précis pour s'y tromper. Renifle, certaines personnes agissent avec générosité juste pour avoir du pouvoir sur vous, a-t-elle écrit. Et quand vous arrêtez de les vénérer, elles montrent leur vrai visage. Les commentaires sont arrivés rapidement. Des amis, des connaissances, même des inconnus sont intervenus, la qualifiant de courageuse, qualifiant sa sœur de cruelle. J'ai lu chaque mot sans sourciller. Pendant des années, j'avais été sa bienfaitrice silencieuse, la main invisible qui empêchait sa vie de s'effondrer. Maintenant, elle m'avait transformé en méchante pour alimenter sa propre histoire. J'ai fermé l'application, non par colère, mais avec une compréhension finale. J'ai supprimé son numéro, ses messages, son contact de chaque compte. Ce n'était pas la rage qui me guidait, juste la certitude que j'avais fini de jouer son jeu. J'ai marché vers la poubelle et j'y ai laissé tomber le bouquet. Les fleurs se fanaient déjà, leurs tiges pliant sous leur propre poids. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de proche de la liberté. Cela n'a pas rugi ni ne s'est annoncé. Cela s'est simplement installé silencieusement comme l'air remplissant un espace qui était vide depuis longtemps. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre. Je préparais du café quand mon ordinateur portable a sonné avec un nouveau courrier électronique. Le nom de l'expéditeur m'a arrêté en plein mouvement. Jenna Meyers. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé. Elle était une collègue du cabinet pour lequel je travaillais, quelqu'un qui m'avait soutenu silencieusement pendant de longues nuits et des humiliations silencieuses que je ne partageais jamais avec ma famille. J'ai hésité une seconde avant de cliquer pour ouvrir. L'objet du message indiquait « Tu devrais voir cela ». À l'intérieur, il y avait un court message, j'ai trouvé cela en éditant les images de l'événement de la semaine dernière. Tu mérites de savoir. Sous sa note se trouvait un seul fichier vidéo nommé backstage-batou-mov. Mon estomac s'est noué alors que j'appuyais sur lecture. L'écran s'est rempli d'images tremblantes des coulisses, des décorateurs ajustant les nappes, des serveurs portant des plateaux, le doux bourdonnement des conversations avant l'arrivée des invités. Puis je l'ai vue. Maggie, debout près du bar avec deux amis, riant, tenant une flûte à champagne. Sa voix est ressortie clairement par-dessus le bruit de fond. C'est son argent de toute façon, a-t-elle dit en souriant de toutes ses dents. Elle paiera même si elle ne vient pas. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Les rires autour d'elle semblaient plus tranchants que du verre. Chaque son coupant plus profondément que le précédent. La vidéo a continué, la montrant en train de donner des ordres, de poser pour des photos, de sourire pour la caméra, l'hôtesse parfaite d'une fête que j'avais financée sans le savoir pour ma propre humiliation. J'ai rejoué l'extrait encore et encore, comme si la répétition pouvait atténuer la douleur. Mais cela ne l'a pas fait. Plus je regardais, moins je ressentais de la colère. Ce qui l'a remplacé n'était ni du calme ni du pardon, mais un vaste vide, une réalisation silencieuse que cela n'avait jamais été une question de malentendu. Cela avait toujours été une question de privilège. Elle n'a jamais pensé qu'elle devait mériter quoi que ce soit parce qu'elle savait que je paierais toujours la facture, littéralement et émotionnellement. Quand j'ai enfin arrêté la vidéo, mon café était devenu froid. La notification de courrier électronique a clignoté à nouveau. Jenna avait envoyé une suite. Je me souviens à quel point tu étais fier quand tu m'as parlé de la fête, a-t-elle écrit. Tu ne méritais pas cela. Tu méritais mieux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a dit quelque chose qui ne sonnait pas comme de la pitié ou du jugement, juste la vérité. Je suis resté assise là pendant plusieurs minutes, lisant son message encore et encore. Mon reflet dans l'écran sombre semblait presque inconnu. Quelqu'un de plus silencieux, de plus vieux, de plus stable. J'ai cliqué sur télécharger, sauvegardant le fichier dans un nouveau dossier. Ensuite, j'ai imprimé une image arrêtée de la vidéo, Maggie riant, le verre levé en l'air, le moment exact où elle se moquait de moi. J'ai glissé la photo dans un dossier intitulé « Ou pour plus tard ». Pendant que l'imprimante bourdonnait, mon esprit a commencé à s'éclaircir. Chaque scène des dernières semaines s'est rejouée comme un puzzle qui s'alignait enfin, les sourires de mes parents, ces fausses excuses, la publication en ligne, le cycle sans fin de reproches et de silence. J'avais passé toute ma vie à m'éloigner pour maintenir une paix qui n'avait jamais existé. Chaque retraite avait été confondue avec de la faiblesse. Chaque silence avait été traité comme une permission.
Pas cette fois. J'ai rangé soigneusement les papiers imprimés, je les ai empilés à côté du dossier et j'ai fermé mon ordinateur portable. Les preuves n'étaient pas seulement la preuve de ce qu'elle avait dit. C'était la preuve de qui elle était vraiment, et de qui je n'avais plus à être. Je ne savais pas exactement comment la prochaine confrontation se déroulerait. Mais je savais qu'elle arrivait. Mes parents verraient la vérité, non pas parce que je voulais me venger, mais parce qu'ils devaient arrêter de croire à son histoire. J'ai placé le dossier dans mon sac, je l'ai fermé soigneusement et je me suis tenu près de la fenêtre. Le monde à l'extérieur continuait d'avancer comme si de rien n'était. Pourtant, quelque chose en moi avait complètement changé. Pour la première fois, je n'étais pas celle qui fuyait le bruit. J'étais prête à l'affronter. J'ai éteint les lumières, j'ai pris mes clés et j'ai chuchoté les mots que j'avais attendus des années pour penser vraiment, cette fois, je ne m'éloigne pas. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, trop propre, trop silencieuse, comme si elle avait été figée dans le temps. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assise un moment, regardant les lumières vaciller à la fenêtre du salon. À l'intérieur, je pouvais voir mes parents assis ensemble sur le canapé. La télévision était allumée, bien qu'aucun d'eux ne semblât la regarder. La posture de ma mère était rigide. L'expression de mon père était figée dans ce masque familier de détachement. Quand j'ai frappé, il y a eu une longue pause avant que la porte ne s'ouvre. Ma mère, Renée, m'a accueilli avec un sourire prudent. « Clara, nous ne t'attendions pas. » Son ton portait la même politesse qu'elle réservait aux voisins ou aux parents éloignés. Je suis entré à l'intérieur sans attendre d'invitation. Mon père, Richard, a levé les yeux du canapé mais ne s'est pas levé. Le faible son d'un jeu télévisé remplissait le silence entre nous. Je n'ai pas gaspillé de mots. J'ai posé mon sac, j'ai sorti l'image imprimée de la vidéo et je l'ai placée sur la table basse. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement a commencé. Des rires, des tintements de verre, le scintillement des lumières de la fête, et puis la voix de Maggie a rempli la pièce. C'est son argent de toute façon. Elle paiera même si elle ne vient pas. Personne n'a parlé. Le seul son était le faible bourdonnement de la télévision en arrière-plan. René a bougé sur son siège, jetant un coup d'œil à mon père comme pour lui demander silencieusement de faire quelque chose. Richard s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, fixant l'image figée du visage souriant de Maggie sur l'écran. Les problèmes familiaux ne devraient pas devenir publics, a-t-il finalement dit, sa voix basse mais ferme. Je l'ai regardé pendant un moment, essayant de lire si c'était de la déception ou de la défense que j'entendais dans son ton. C'est déjà public, ai-je dit doucement. Elle s'en est assurée. René a expiré brusquement, se frottant les tempes. Tu as toujours rendu les choses dramatiques, Clara. Tu aurais pu venir nous voir avant de le faire savoir à tout le monde. Maintenant, les gens parlent et ta sœur est humiliée. J'ai cligné des yeux, incrédule. Elle est humiliée ? Elle a mis en scène un mensonge et a utilisé mon nom pour attirer la sympathie. Ma voix est restée stable, mais chaque mot semblait plus lourd. Je ne suis pas ici pour me disputer. J'ai juste pensé que vous deviez voir la vérité. Richard a soupiré, le genre de soupir qui mettait fin à chaque dispute d'enfance que j'avais toujours perdue. Vous les filles avez toujours été différentes, a-t-il dit, sans me regarder. Maggie est impulsive. Tu es sensible. C'est juste comme ça. C'était là. Le même rejet enveloppé dans le langage de la compréhension. J'avais grandi avec ce ton. Il m'avait appris à réduire mes émotions au silence. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Si vous voulez continuer à appeler cela la famille, alors gardez-le privé, ai-je dit. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti la clé de ma maison et je l'ai placée sur la table. Mais faites-le sans moi. Les yeux de René se sont écarquillés. Clara, ne sois pas ridicule. J'ai croisé son regard. J'ai fermé l'ordinateur portable, je l'ai glissé à nouveau dans mon sac et je me suis levé. Le poids des années a semblé se lever légèrement alors que je faisais un pas vers la porte. Richard ne m'a pas arrêté. René m'a appelé une fois, sa voix douce, mais pas assez pour me faire me retourner. À l'extérieur, l'air semblait plus vif. J'ai marché vers ma voiture, le crissement du gravier sous mes pieds étant étrangement réconfortant. Mon téléphone a vibré dans ma poche juste au moment où je tendais la main vers la poignée de la porte. Le nom de Maggie a clignoté sur l'écran.
Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le son s'estompe dans le silence. Ensuite, j'ai éteint le téléphone. À travers la vitre de la voiture, je pouvais encore voir la lueur du salon. Mes parents assis là où je les avais laissés, inchangés, impassibles, et peu disposés à voir. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, juste une finalité. J'ai démarré le moteur et j'ai regardé droit devant moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai seul. Et cette réalisation ne m'a pas effrayé. Cela ressemblait à la liberté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Noah Bennett, un journaliste à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il travaillait avec moi au journal communautaire avant de passer au Denver Weekly. Son message était bref. J'ai vu ce qui se passe. Tu mérites de raconter ta version. J'ai hésité avant de répondre, incertaine d'être prête à en partager davantage. Mais Noah n'était pas du genre à courir après les ragots. Il s'est toujours soucié de la vérité, et c'était quelque chose en quoi je pouvais avoir confiance. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'université. La conversation a commencé prudemment. Il a demandé comment j'allais, et j'ai dit que j'allais bien, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Je lui ai tendu le dossier qui était devenu mon armure, les reçus imprimés, l'image arrêtée de la vidéo, les relevés. Il a étudié chaque page avec une concentration silencieuse. « Tu as tout gardé » a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. C'était tout ce qu'il me restait pour me défendre. Noah s'est penché en arrière, pensif. Si nous présentons cela comme une histoire de manipulation financière au sein des familles, sans nommer personne directement, les gens comprendront quand même et tu auras le contrôle du récit. Ces mots ressemblaient à une porte qui s'ouvre après un long silence. J'ai accepté. Au cours des 2 jours suivants, nous avons travaillé ensemble sur l'article. J'ai écrit ma partie comme si j'écrivais à mon moi plus jeune, la version de moi qui pensait qu'être généreux signifiait être aimé. Noah a édité avec soin, raccourcissant des phrases mais gardant l'âme intacte. Quand ce fut prêt, nous l'avons publié sous le titre « Le prix de la loyauté familiale ». L'histoire s'est propagée rapidement. Dès le soir, des centaines de commentaires ont afflué, partageant des expériences similaires, des frères et sœurs qui épuisaient les économies, des parents qui faisaient du favoritisme, des partenaires qui profitaient. Les gens n'étaient pas en colère, ils étaient soulagés. Ils se voyaient dans mon histoire. Et pourtant, en regardant l'article grimper en nombre de vues, j'ai réalisé que quelque chose n'était toujours pas terminé. La vérité n'était plus seulement mienne pour me cacher derrière un pseudonyme. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai créé une diffusion en direct. Pas de filtre, pas d'éclairage, juste moi assise à mon bureau. Mes mains tremblaient au début, mais quand le compteur a affiché 200 spectateurs, puis 2000, quelque chose en moi s'est stabilisé. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, ai-je commencé. Je veux juste parler de ce qui se passe quand l'amour et l'obligation se confondent. J'ai parlé lentement, expliquant les événements. Comment la générosité est devenue une attente, comment le silence est devenu de la culpabilité, et comment les gens peuvent transformer la gentillesse en monnaie d'échange. Pendant que je parlais, la section des commentaires s'est remplie de cœurs et de mots d'encouragement. Vous êtes courageuse. Vous n'êtes pas seule. J'ai traversé cela, moi aussi. Les chiffres ont augmenté jusqu'à ce que j'arrête de regarder. Pour la première fois, je ne me suis pas senti comme la personne invisible. Je me suis senti écouté. Le lendemain matin, la diffusion en direct était devenue virale. Les blogs d'actualité l'ont reprise. Les podcasts l'ont citée. L'expression manipulation psychologique financière familiale a commencé à être tendance sur Twitter. L'agence de relations publiques de Maggie a publié une déclaration niant toute implication, mais le mal était fait. Des captures d'écran de ses anciennes publications, de ses parrainages, de ses soutiens de marques souriants, tous inondés de commentaires. En l'espace d'une semaine, son plus gros client a annulé leur contrat, suivi par un autre. L'entreprise avec laquelle elle travaillait a présenté de discrètes excuses pour fausses représentations. Quand j'ai vu les gros titres, je n'ai pas ressenti de victoire, seulement de la clarté. La vérité avait avancé toute seule, plus vite que la vengeance ne le pourrait jamais. Ce soir-là, j'ai ouvert une autre courte session en direct, non pas pour continuer le drame, mais pour le clore. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je dit, ma voix calme. Je suis ici pour tourner la page. La section des commentaires a de nouveau été inondée,
mais j'ai mis fin à la diffusion après seulement quelques minutes. Alors que l'écran devenait noir, j'ai regardé mon reflet. Le poids qui m'avait suivi pendant des années, la culpabilité, la peur d'être mal comprise, avait disparu. Ce qui restait n'était pas le triomphe, mais la paix. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai enfin ressenti ce que j'avais chassé pendant tout ce temps, le pouvoir silencieux de lâcher prise. Des semaines se sont écoulées paisiblement, pourtant l'onde de choc a continué de se propager. Un matin, je me suis réveillé avec un gros titre qui m'a fait m'asseoir bien droite. Un couple local fait l'objet d'une enquête fiscale, irrégularité financière chez R&R Consulting. L'article nommait Richard et Renée Bennett, mes parents. Le rapport expliquait comment des années de revenus sous-déclarés et de déductions caritatives avaient déclenché un audit. Le renifle journaliste a fait référence à une discussion publique sur les finances familiales qui était récemment devenue virale, bien qu'elle ne mentionnât pas mon nom. L'ironie était presque poétique. Les personnes qui m'avaient autrefois dit de garder les problèmes privés voyaient maintenant les leurs exposés pour que tout le monde puisse les lire. Dans les jours qui ont suivi, des journalistes ont campé à l'extérieur de leur quartier. La déclaration de l'entreprise de Richard affirmait qu'il s'agissait d'une erreur administrative, mais le mal était déjà fait. René a cessé d'assister à ses brunchs de charité, et leurs amis évitaient le contact visuel en public. Lorsque le bureau des impôts de la ville a confirmé la pénalité, elle s'élevait à plus que ce qu'ils pouvaient se permettre. Ils ont été forcés de mettre leur maison sur le marché. Voir l'annonce en ligne semblait irréel. La même maison où chaque dîner de famille s'était transformé en jugement silencieux, maintenant encadré dans des photos immobilières lumineuses mises en scène pour des étrangers. Pendant ce temps, l'histoire de Maggie a pris une tournure plus sombre. Après le retrait de ses sponsors, des journalistes ont commencé à enquêter sur son agence de relations publiques. D'anciens clients ont pris la parole au sujet de travaux non rémunérés, de campagnes manipulées et d'approbations falsifiées. Son nom a commencé à être tendance à nouveau, cette fois à côté de mots comme fraude et fabrication. J'ai vu un extrait d'elle quittant un studio, la tête baissée, des lunettes de soleil cachant son visage, des journalistes criant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, seulement une sorte de reconnaissance lasse, la vérité a toujours un moyen de nous rattraper. Ma boîte de réception s'est remplie de nouveaux messages, d'invitations à des interviews, de demandes de podcasts et d'offres de groupes de défense. Je les ai toutes déclinées, sauf une. Une entreprise de médias à Seattle m'a contacté, m'offrant un poste de directrice de la communication pour leur initiative de transparence. Le rôle correspondait à tout ce que j'avais autrefois rêvé de faire avant que mon monde ne tourne autour du nettoyage du chaos des autres. Quand j'ai accepté l'offre, le directeur des ressources humaines a écrit « Votre histoire montre à quoi ressemble l'intégrité sous la pression ». Cette phrase est restée avec moi plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Dans la dernière semaine avant mon déménagement, j'ai conduit à travers Boulder une dernière fois. La neige avait commencé à fondre, révélant de l'herbe sous des mois de blanc. Les rues qui portaient autrefois le poids des souvenirs semblaient maintenant étrangement neutres, comme des pages prêtes à être réécrites. J'ai emballé la dernière boîte et j'ai éteint les lumières de mon appartement. Alors que je vérifiais mon téléphone pour obtenir les directions, une notification est apparue. Un nouveau message de Maggie. Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran. Il n'y avait plus de colère, plus de ressentiment, pas même de pitié, seulement de la compréhension. Maggie avait construit son monde autour du contrôle, contrôler les récits, les gens et les résultats. Mon départ n'était pas seulement de la distance. C'était la preuve qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'ai supprimé le message sans répondre. À l'aéroport le lendemain matin, le ciel au-dessus des Rocheuses brillait d'un bleu pâle. Mon vol pour Seattle embarquait. J'ai regardé par le hublot alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, Boulder rétrécissant en un patchwork de neige et de toit. Ma poitrine s'est serrée, non pas par chagrin, mais par libération. Pour la première fois, je me suis senti détaché. Alors que la lumière du soleil remplissait la cabine, j'ai chuchoté pour moi-même, partir n'était pas fuir. C'était la liberté. Les mots semblaient légers comme l'air. Le passé avait perdu son emprise, et ce qui m'attendait n'était pas la vengeance, ni la rédemption, mais un commencement. La vie à Seattle s'écoulait tranquillement, presque comme si la ville m'avait attendu. Mon nouvel appartement donnait sur une étendue d'eau qui scintillait d'argent chaque matin. Je gardais mes journées simples, travail, promenade, café avec des collègues qui ne savaient rien de mon passé.
Il n'y avait pas d'invitation à dîner auquel je me sentais obligé d'assister. Pas d'appels familiaux chargés de culpabilité. La paix, j'ai appris, n'était pas bruyante. Elle était constante. Au travail, j'ai reconstruit ce que j'avais autrefois perdu, la confiance en moi. Mon équipe me respectait, non pas pour ce que j'avais enduré, mais pour ma façon de travailler. Je n'avais plus besoin de la validation de quiconque mesurait la valeur par la commodité ou l'apparence. Chaque jour, en fermant mon ordinateur portable, je ressentais une petite fierté certaine. Le genre qui grandit silencieusement comme des racines sous la surface. Parfois tard le soir, des messages apparaissaient dans ma boîte de réception de la part de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Votre diffusion en direct m'a aidé à parler à ma mère. Je me suis enfin défendu après avoir regardé votre histoire. Merci d'avoir montré que s'éloigner n'est pas une faiblesse. Je lisais chacun d'entre eux. Parfois en souriant, parfois en pleurant, toujours humble. Leurs mots me rappelaient que ce qui avait autrefois été ma honte était devenu la permission pour quelqu'un d'autre de guérir. Un soir après le travail, j'ai ouvert un vieux carnet. Entre les pages vides, j'ai commencé à écrire, non pas pour documenter la douleur, mais pour enregistrer la perspective. Mon stylo bougeait facilement, les mots se formant sans hésitation, la famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect. Je l'ai souligné 2 fois. Cette phrase semblait plus vraie que tout ce que j'avais jamais dit à haute voix. Le sang peut lier, mais le respect est ce qui soutient. Sans lui, même l'amour se décompose. Des semaines plus tard, quand mon nouveau collègue a suggéré de créer une courte présentation pour le canal social de l'entreprise, j'ai accepté. Pas un récit, mais une réflexion. Le studio était petit, seulement une lumière et une caméra. J'ai regardé droit devant moi et j'ai parlé calmement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez déjà eu à vous éloigner pour protéger votre paix, sachez ceci. Vous avez fait le bon choix. Ma voix n'a pas tremblé. Pour la première fois, elle sonnait comme celle de quelqu'un qui avait arrêté de combattre des fantômes. Le clip a été mis en ligne le soir même. En quelques heures, des messages et des commentaires sont apparus en dessous. Des histoires de limites, de pardon, d'estime de soi. J'ai répondu à l'un, puis à un autre jusqu'à ce que j'en perde le compte. Finalement, j'ai écrit, partagez vos pensées ci-dessous. Je les lirai toutes. Et je le pensais. Il ne s'agissait plus d'attention. Il s'agissait de connexion. Le genre qui ne demande rien en retour. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. La ville était encore à moitié endormie, les rues humides de la pluie de la nuit dernière. J'ai préparé du café, j'ai attaché mes cheveux en arrière et je me suis tenu près de la porte de mon appartement. Pendant un instant, j'ai écouté le bourdonnement de la circulation loin en bas, la pulsation silencieuse d'un endroit qui ressemblait maintenant à un foyer. Ensuite, j'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte. La lumière s'est déversée à l'intérieur, dorée et douce. Elle a effleuré le sol, les murs et les bords de tout ce qui était nouveau. J'ai fait un pas en avant, la laissant remplir l'espace autour de moi. Il n'y avait plus besoin de clore le chapitre. L'histoire avait déjà trouvé sa fin, non pas dans la vengeance, ni dans la perte, mais dans la compréhension. Alors que le soleil montait plus haut, je me suis chuchoté une dernière pensée, une vérité que j'avais apprise à la dure, mais que je n'oublierai jamais. La paix n'est pas quelque chose que vous trouvez chez les autres. C'est quelque chose que vous choisissez chaque jour. Sur ce, j'ai souri. La porte est restée ouverte et pour la première fois depuis des années, moi aussi.